Skyrock, c'était une radio rock. Maintenant, c'est que du rap. C'est une entreprise, hein. Ils sont là pour vendre de la pub et faire de l'audience. Avec des tatouages tribal sur l'intégralité de la montre. En or jaune, ça doit coûter une... Là, je couperai le son parce qu'on n'a pas le droit de le dire à l'antenne, hein. Ouais. Ah bon? Ah, ben je vais le couper une deuxième fois, alors... Il y a beaucoup de monde, il y a 125 000 titres qui arrivent tous les jours sur les plateformes, donc ils sont bien tout seuls. 125 000 titres. Je suis sur Spotify, il me dit 50 millions de titres. Je me connecte demain, il y en a 50 millions et 125 000. Ouais. Est-ce que tu sais que Saint-Honoré, c'est une marque de montre aussi? Ah non. Eh ben voilà, Saint-Honoré, c'est une marque française qui fait un petit peu de tout, avec des noms exclusivement parisiens, Haussmann, Monceau, Tour Eiffel, etc. Salut à tous et bienvenue dans Petite Montre entre amis. Un épisode exceptionnel vous attend avec un crossover montre et musique. Comment peut-on aimer Bob Marley et Metallica? Bah, c'est un peu comme aimer Casio et Rolex. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Pour y voir plus clair, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hervé alias Cocteau, C-O-C-T-O. Il a à peu près tout fait dans la musique. DJ, animateur de radio, attaché de presse, producteur. Il a une connaissance intime du marché de la musique. C'est aussi un fan de montres. Il vient nous présenter 3 de ses montres et on va y associer 3 sons. Ce que j'attends de vous à la fin de cette vidéo, c'est de dire en commentaire quelle musique vous associez avec chacune des 3 montres de Cocteau. Merci à tous les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission. N'hésitez pas tout de suite à claquer un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Hervé. Salut Xavier, comment ça va? Bah bien et toi? Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Les amis, ça fait des années que je voulais faire un truc montre-musique parce qu'il y a la même sorte de filiation. On aime, on déteste, on a aimé, on recommence à aimer. T'as quelques montres? T'en as une première à ton poignet. Aussi. Ah, il a quelques musiques. Ben oui, on va faire un mariage. Il y a l'accord mais vin au resto. C'est ça. Et là, il y a l'accord montre et musique ou musique et montre. Et on démarre avec quoi alors? Qu'est-ce que t'as au poignet? Une Marche Lab. Tu sais qu'il n'y a jamais eu de Marche Lab sur la chaîne? C'est vrai? Je suis le premier? Ouais. Comment ça se fait? Parce que c'est une belle marque française quand même. Bah oui, écoute, tu peux l'essayer? Ouais. Alors, c'est pas un habitué de la chaîne non plus, donc tu sais que t'as d'autres montres là-dedans. Enfin, tu m'as dit que t'en avais amené 3 au total. Celle qui me va le mieux, je la garde. D'accord, ok. Bah, je garde la tienne alors. Bah, tu peux, si elle peut la dire. La Porsche. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une Marche Lab AM1, ça. Forest, je crois, cadran vert. Alors, pour tout avouer, je veux bien apprendre des choses parce que moi, j'aime l'objet, j'aime la marque, j'aime le design. Mais techniquement, après, de savoir qu'elle est mieux que d'autres. Donc, t'es un épicurien qui aime. Ouais. Et s'il sait pas, c'est pas grave. C'est ça, c'est comme dans un resto où l'entrée est magnifique, de savoir comment il l'a fabriquée, m'importe peu. Je comprends. Pour autant, quand tu vas dans un resto, t'as décidé d'y aller. Donc là, t'as décidé d'acheter une Marche Lab. Tu peux nous dire quand tu l'as acheté? Oh, celle-ci, j'ai dû l'acheter il y a 4-5 ans. Ouais. En fait, je connaissais pas cette marque-là, et je l'ai découverte grâce aux Galeries Lafayette qui font des pop-up, assez souvent. Ouais. Quoi, pop-up, un truc éphémère? Ouais. Ouais. Et donc, je suis tombé sur celle-ci, et je voulais, comme j'accorde toujours, ma tenue vestimentaire, mes lunettes, au cadran, éventuellement de la montre, j'avais pas de cadran vert. Donc, émeraude, plutôt, je pense que c'est ça, c'est plutôt émeraude. Bah, je sais pas, hein, c'est toi le spécialiste du vert. T'as un hoodie qui est vert. T'as des pompes, j'ai l'impression qu'elles sont gris-vert. Ouais, elles sont kaki, ouais. Elles sont kaki. Et donc voilà, je voulais et j'ai eu ce coup de cœur pour cette montre-là, qui était en plus à l'époque, c'est une OP, Galeries Lafayette, etc., etc. Donc t'avais des bonnes conditions tarifaires. Ouais, complètement. Ouais. Donc, mais t'allais pour acheter une montre ce jour-là ou pas? Non. C'est un pur achat d'impulsion. Ouais, complètement. C'est une période de solde à mon avis, et c'est vrai que j'ai coup de cœur. Tu fais le premier tour, tu fais elle est quand même pas mal. Puis tu dis j'en ai pas besoin, j'en ai déjà d'autres. Et puis tu refais le tour, et puis tu repasses devant, et puis tu dis s'il vous plaît, est-ce que je peux l'essayer? Tu l'essayes, et là tu te dis allez. Puis en plus c'est français, allez, on y va quoi. C'est un peu. Est-ce que tu te souviens quel est le truc qui t'a interpellé, qui fait que t'as fait le tour et t'es revenu? Tu te souviens ou pas? Le visuel l'objet, et puis je partais sur un modèle où je voulais un fond vert, donc c'est celle qui est ressortie. Il y avait des lips, il y en avait plein d'autres, il y avait d'autres marques, mais effectivement c'est celle-ci qui m'a séduit. Donc c'est un coup de cœur visuel. Ouais. Eh oui, la montre, les amis, c'est avant tout un bel objet.
C'est un truc qui nous marque, qu'on regarde, etc. Et vous l'avez compris, le sujet, c'est la combinaison, le mariage, montre et musique. Alors toi, t'es un cas un peu particulier parce que alors on vient du même bled entre guillemets, donc ça fait un bout de temps qu'on se connaît un petit peu en fait depuis très très longtemps. Cheveux à l'époque. Voilà, mais ça tombe plus vite chez toi. T'as été animateur radio, DJ. Vous avez vu, il a une voix de podcast. Fais-nous une intro de podcast. Test. Voilà, bienvenue. Ça c'est du bon, ça. Bienvenue dans le podcast de Petite Montre entre amis. Je te ferai des liners si tu veux, je fais un jingle. Ouais. Comment? Je peux te faire un jingle si tu veux. Vas-y. Non, mais je t'en ferai un. Un jingle. Non, mais t'as la voix grave. Ça me fait penser à un animateur. Est-ce que c'était La Voix du Lézard ou Skyrock? Maurice, c'est la nuit. Qui veut lâcher le prix. Ouais, c'est ça. C'était Maurice? Ouais. Maurice a une voix, un timbre beaucoup plus grave. Ouais, quand même plus costaud. Alors, c'est un biker. Ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, depuis 23 ans, j'ai monté une agence de relations presse et de communication pour les artistes, pour les événements musique, alors essentiellement dans la musique, mais pas que, parce qu'on travaille aussi avec des marques. Relations presse, en gros, notre métier, c'est d'aller voir les chaînes de télé, les chaînes de radio, et de dire, bah voilà, mon artiste, c'est le meilleur du monde, il faut que tu le programmes, ou telle ou telle start-up, faut que tu en parles, etc., etc. Donc on est vraiment une mise en relation. Donc tu fais la musique et les start-up. Ouais. Là, c'est aussi la carpe et le lapin quand même. Il y a des start-up musicales? Oui, bah ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr. C'est quoi une start-up musicale? Start-up musicale, ça peut être des start-up d'IA, d'intelligence artificielle, qui à un moment donné, c'est vrai que le monde des start-up, c'est un peu comme la musique. Je pense qu'il y a aussi un parallèle, c'est-à-dire que la start-up avant créait son business model, faisait une levée de fonds, sortait du bois, il y avait besoin de visibilité. Aujourd'hui, il y a tellement de projets, c'est un peu comme la musique. Que avant de sortir du bois, il faut raconter le storytelling, donc il faut avoir de la visibilité, il faut avoir des papiers, etc. L'artiste aussi, c'est-à-dire qu'avant de sortir, il faut avoir un minimum de fanbase et d'histoires à raconter, donc ça veut dire qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, sur les TikTok, avant de sortir son single. Ouais, mais il le sait aussi, ma vie professionnelle, c'est le monde de la start-up de technologie, mais le parallèle que tu fais, c'est pareil pour les montres. Marchlab, c'est un bel exemple. C'est une marque qui a, je veux pas dire de conneries, qui a probablement pas loin de 15 ans, si ce n'est plus. Une des premières qu'on va qualifier de jeune marque d'un sorte de début de renouveau de l'industrie horlogère est un paquet de jeunes marques aujourd'hui où le sujet, c'est comment elles parlent d'elles, comment elles se présentent, c'est quoi leur histoire, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire, etc., etc. Et c'est le même enjeu. À un moment ou à l'autre, quand t'es personne, il faut émerger d'une certaine façon. Alors, côté artiste, si tu devais associer cette montre à un des artistes pour lesquels tu bosses aujourd'hui, ce serait lequel? Ça serait un groupe un duo de DJ, Stéphane et Fabien, qui ont un projet de DJ producteur qui s'appelle Saint-Honoré, qui font des reworks de vieux titres sur lesquels, en fait, c'est deux DJ qui à un moment donné faisaient beaucoup de soirées, et c'est vrai qu'entre le moment où ils mettaient des nouvelles prods, des sons de maintenant, avec des vieux titres, des Niagara et les Desireless de l'époque, à un moment donné. C'est pas la même technique, c'est pas le même son, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un trou. Attends, il s'appelle Saint-Honoré? Alors, le projet s'appelle Saint-Honoré. Ok. Pourquoi je les associe, à cette montre? Parce qu'en fait, il y a une boutique Matchlab, Palais Royal. Et en fait, eux, le nom de leur duo Saint-Honoré, en fait, c'est qu'ils prenaient un café, rue Saint-Honoré, et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer cette marque. Donc pour moi, la rue Saint-Honoré, on arrive chez Marchlab. Et on arrive chez Marchlab. Et c'est capillotracté pour un mec qui en a pas beaucoup. C'est ça. Ça va. C'est du storytelling, c'est mon métier, toi. C'est de raconter des histoires. Alors moi, je me suis posé la question sur cette montre-là. C'est la seule que je connais dans la pochette magique. Vous savez que les montres sont cachées là-dedans. Mais ça, tu m'avais dit que celle-ci, tu venais avec. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je mettrais? Donc c'est une affaire d'identité musicale aussi, tu vois. Et là, moi, en y réfléchissant rapidement, Marchlab, c'est quand même, Lab, c'est la contraction Los Angeles Biarritz. Biarritz, évidemment, il y a les plages, le surf. Los Angeles, c'est pareil. Et là, non, je me suis dit, non, parce que là, t'es dans la musique électronique. Et moi, tu sais que c'est pas ma cam. Moi, je pense aux Beach Boys. C'est ton surfeur, ça. Grand groupe californien. Chaud, même si c'est pas, je suis pas un grand fan plus que ça des Beach Boys. À Los Angeles, je serais plus Rage Against the Machine, Metallica, pourquoi pas Ice-T sur le rap, etc. Donc des choses un peu plus dures. Mais moi, je vois bien ça, l'ambiance surf and rock and roll. Avec une Marchlab. Donc toi, c'est Saint-Honoré, mais Saint-Honoré, donc c'est des mecs qui étaient comme toi des DJ
Et là, t'as dit DJ producteur. Et ouais, DJ producteur, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu mets un titre qui cartonne avec un son du moment, voilà, tu mets le nouveau David Guetta, il y a les plugins, il y a les sons, il y a la patate aujourd'hui. Mais quand tu dis nouveau David Guetta, là, tu parles de quelque chose qu'il a, entre guillemets, qu'il a écrit, donc qu'il a produit. Qu'il a produit. Et derrière, quand tu mixes et que tu mets un vieux titre 80, bah automatiquement, moi j'en ai fait plein des mariages. Hein, quand tu passes des valses de Strauss à du Elvis Presley, à un moment donné, le son et en tout cas la dynamique sur la piste fait que même si t'as mis un super titre, s'il a pas la patate, bon bah les gens ils disent bon c'est un peu plus mou, voilà, il y a une dynamique en moins. Okay, je comprends. Et dans en fait Saint-Honoré, on dit bah nous comme on vide la piste, ou en tout cas on perd les gens en dynamique avec des vieux titres, bah on va faire nos propres reworks, c'est-à-dire qu'on va les reproduire. On va les pour qu'il y ait pas de changement de son entre le nouveau Guetta qui vient de sortir et un vieux rework de Niagara, quoi. Alors là on est sur quel âge ils ont les deux gars là? Une quarantaine d'années. Mais il y a que des duos en fait. R c'est un duo, les Daft Punk c'est des duos. Ils arrivent pas à produire tout ça? Ouais, bah après je pense que c'est la créativité c'est une affaire de ping-pong. Ouais, mais après aujourd'hui, je pense que c'était pareil pour Michael Jackson et Quincy Jones, quoi. Je pense qu'ils étaient, quand tu regardes les crédits, ils sont 10 ou 12. Enfin, je pense que la musique, la créativité, c'est difficile d'être bon dans tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sorti? J'ai regardé quand même, sur Spotify. Ouais. J'ai vu du Edith Piaf. Ouais, donc il y a un remix de La Foule qui est sorti au mois de juillet. Voilà, on va essayer de se l'écouter un petit peu. Avec YouTube, c'est compliqué de passer des sons, mais je les mettrai un peu en background. Il y a une reprise de Niagara. Ouais, alors là effectivement, autant Edith Piaf, c'est travailler avec Warner, le label, donc ce sont les originaux, donc c'est vraiment Edith Piaf qui chante. Ouais. Autant Niagara, effectivement, c'est pas les originaux, donc ils ont refait, rechanté, réinterprété. Donc c'est un cover. C'est quoi? C'est Chicky Boom? Non, c'est Je dois m'en aller. Ah, Niagara. Alors là, Niagara, on est quoi? On est fin 80. Ouais. Schématiquement, fin 80, un peu l'époque... Mais t'étais amoureux de Muriel, c'est pour ça que tu dis ça? Ah, il y en a beaucoup qui ont été amoureux de Muriel. Il y avait Elie Medeiros, etc. C'était l'époque avec des chanteuses de rock qu'on pourrait un peu qualifier comme ça, mais qui revisitaient aussi de la musique populaire. Il y a Chien Rouge et il y avait des trucs très sympas. Gros riff de guitare. Et c'est intéressant, tu vois, parce que... alors pour le coup, est-ce que tu sais que Saint-Honoré, c'est une marque de montre aussi? Ah non. Eh ben voilà, Saint-Honoré, c'est une marque française qui fait un petit peu de tout. J'avoue que ils ont un ADN un peu compliqué avec des modèles, avec des noms exclusivement parisiens, Haussmann, Monceau, Tour Eiffel, etc. Avec beaucoup de montres vraiment en entrée de gamme en termes de prix, des modèles à quartz avec des designs plus ou moins originaux. Et puis ils ont des modèles, donc là on est sur des montres à 300-400 balles. Et puis il y a des modèles plus abouti, sans être d'une créativité hallucinante, mais en tout cas là avec des mécanismes suisses, etc. Avec des mouvements Célita notamment, on est plutôt à 3000-3500 balles. D'accord. Tu vois, et quand on voit ce qu'ils racontent, etc. Là pour le coup, je pense qu'ils ont besoin aussi de raconter leur histoire, alors que là, en tant que Français et Parisien de banlieue entre guillemets, le parc Monceau, ça dit quelque chose tout de suite. Les appartements, le boulevard Haussmann, tout ça c'est ancré dans Paris. Je pense que ça suffit pas, tu vois. Donc à un moment ou à un autre, il suffit pas d'avoir pour les marques comme ça de. Enfin, je le vois, donc celle-ci, je sais plus combien elle était, mais je crois qu'elle doit être à 1500 balles et quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ça va être compliqué, effectivement, d'avoir cette qualité, parce que 300 €, c'est quand même un prix, mais c'est moindre, effectivement, 3 ou 4 000 ou 5 000 €. Mais pour le consommateur lambda, c'est, comment je fais la différence entre le modèle de 300 € et le modèle de 3 000 €? Ouais, mais justement, c'est là où je voulais y venir. C'est-à-dire que, Marchlab, a un ADN très particulier. Là, c'est pas le modèle ou l'approche la plus connue. Marchlab qui est plutôt connu pour ses montres carrées, facettées, etc. Mais Marchlab a réussi à avoir une identité stylistique et en termes de design qui lui est propre. Il y a toujours beaucoup de verre, c'est toujours facetté, toujours une couronne à 4 heures et pas à 3 heures, etc. On dit toujours, quasiment toujours, etc., etc. Tu as pas mal de jeunes marques, donc je fais le parallèle musique montre, pas mal de jeunes marques qui viennent avec des produits où on se dit waouh, c'est quand même très très inspiré, voire très proche de l'histoire, et on est proche du sample, le fameux sample de MC Solar avec Serge Gainsbourg. Et comment
quel regard tu as sur cette créativité-là? C'est-à-dire que j'imagine que si c'était aussi con que de le dire, de faire un sample d'Edith Piaf et que ça marche, tout le monde le ferait. Et puis, moralité, ça marcherait pas puisque tout le monde le fait. C'est quoi la clé du succès, justement, de DJ qui passent des sons qui sont dans les bacs? Enfin, Toi, c'est là où t'es vieux, hein. Ah putain, je me dans suis les fait... bacs. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, sur les plateformes, quoi. Sur les plateformes. Non, mais d'accord. Ouais. Mais comment on passe de DJ à producteur? Et qu'est-ce qui fait qu'on y arrive à proposer quelque chose? Bah, après, c'est le côté artistique. C'est effectivement, moi, ça fait quelques années que je suis dans ce métier-là. C'est 98% de travail et 2% de chance qui fait que les planètes s'alignent. C'est-à-dire que on n'a pas la recette miracle, si ce n'est, le côté artistique, le côté qui fait que, surtout quand on est DJ, c'est le cas de Saint-Honoré, c'est-à-dire qu'il mixe tous les vendredis et samedis soirs. Quand on fait une production, même d'ailleurs David Guetta le fait, c'est-à-dire que quand il fait un titre avant de le sortir, il le teste en live sur les gens et puis il voit si ça fonctionne pas, il se dit ah bah là tiens sur ce break là ça on perd en dynamique, on va peut-être rajouter des choses. Donc c'est vrai que ça marche parce que le public le rend de façon immédiate, quoi. Tu veux dire que c'est quasiment coproduit en fait. C'est-à-dire qu'ils testent des trucs, ils testent des machins, puis à la fin, l'abnégation et le boulot, et puis la petite part de chance, entre guillemets, fait que ça fait le buzz, ça prend, et c'est parti. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, c'est comme font les marques, je pense, des focus group, des tests en amont de savoir laquelle on va la sortir, quelle couleur, quelle tendance, etc. Bon, là, ils le font en live devant 3000, 4000, 5000 personnes, pour voir si ça fonctionne. Mais est-ce que c'est pas le début de la fin, ça, dans ce type de création, avec l'intelligence artificielle qui peut tester, à l'infini des choses avec des algorithmes, avec des outils. Pour moi, l'IA, c'est vrai que c'est une crainte pour l'industrie du disque, mais je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, c'est comme lorsque j'ai monté mon agence en 2002, où tout le monde me disait c'est la crise du disque. Monte pas ta boîte, ça marchera pas. Et puis au final, j'ai bien fait de pas les écouter. Et ça fait 23 ans qu'on est là. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Hein. Oui, mais c'est de sentir voilà, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que l'IA est là, on n'a pas le choix. Mais c'est comment on fait pour être bon avec. Donc faut savoir s'en servir, faut dompter la machine et puis essayer d'avancer dans ce sens-là pour se dire que faut pas qu'elle nous rattrape et qu'elle nous dépasse. Donc c'est à nous d'être créatifs et d'être au-delà de tout ça. Donc c'est vrai que l'IA, c'est vachement bien parce que si tu as envie de faire tu fais un prompt et tu lui dis voilà, je veux une basse ronde qui ressemble à Chic, machin, etc. L'IA va bosser une basse en 10 minutes, elle va te sortir 2-3 propositions que tu aurais peut-être mis 4-5 jours tout seul. Donc ça t'aide à aller vite et peut-être à travailler plus, mais ça enlève rien au fait que pour toi, il y a un moment ou un autre, c'est la dimension créative, le risque, la nouveauté. Il y a ceux qui effectivement ils vont être basiques, en disant je l'utilise et j'en fais pas plus. Donc effectivement je l'utilise et puis là je fais de la musique pour ascenseur et puis globalement effectivement et ceux qui vont apporter effectivement à partir de là une créativité. Je pense que c'est l'arrivée du sample, où effectivement les machines sont arrivées. C'est pas parce qu'on avait un sampler qu'on faisait des tubes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le bon sample dans une bonne structure avec effectivement un côté artistique supplémentaire, quoi. Si tu veux voir un truc magique qui est pas de l'IA, je t'ai mis la loupe magique avec la lumière à ultraviolet. Tu l'auras jamais vu comme ça, ta MarchLab. On les aime bien les gars de MarchLab. Moi je les connais peu ou pas. À la Marique, les amis, je les croisais quelques fois. On se dit bonjour. C'est cool. Je suis content que tu sois le premier à être venu. Chacun doit donner un adjectif. Enfin chaque invité doit donner un adjectif sur sa montre. Ce serait quoi pour toi cette montre? Là on s'éclate dans les podcasts d'Hervé là. Je t'avais dit qu'il fallait être réactif. Écoute, le côté dandy, quoi. Côté dandy, pas mal. Je pense que ça fera plaisir à Alain. Je le vois bien dans cette logique-là. Fan de vêtements aussi, de design, de look, etc. Qu'est-ce que je veux dire? Quand est-ce qu'on peut voir Saint-Honoré quelque part? Évidemment, les écouter sur les plateformes. Sur les plateformes et puis suivre leur compte Instagram Saint-Honoré. Donc ils sont de façon régulière résidents dans un établissement qui s'appelle le Chouchou, qui est dans le 9e arrondissement. Ouais. Qui est au pied d'un hôtel, où là à chaque fois c'est full blindé et c'est là qu'il y a assez déstabilisant, c'est que la moyenne d'âge des gens qui vont dans ces soirées-là, ils auront entre 18 et je pense que la plus vieille avoir 30 ans et qui dansent sur des titres sur lesquels nous on a connu forcément les années 80. C'est ça qui est assez déstabilisant, ça. Tout d'un coup,
on rentre et on voit des jeunes qui s'éclatent avec des titres sur lesquels... c'est super. Oui, mais c'est flippant. Enfin, c'est flippant. C'est surprenant. Voilà. Attends, c'est bien. Regarde. Mais ça fait partie du patrimoine aussi, c'est de remettre en avant des titres qui ont fonctionné dans les 80, 90, même 2000 maintenant. C'est génial. Mais regarde, c'est la même chose sur les montres. Tu as des gens qui revisitent le passé, le néo-vintage, des gens qui y arrivent très bien, Baltic, Serica, t'as des marques qui se relancent avec des gens qui sont visionnaires sur la dimension stylistique chez Nivada, des choses comme ça. De Pencel aussi, qui fait des choses autour de l'automobile en valorisant le patrimoine. Et puis tu as des gens qui font des choses complètement différentes from scratch. Et en ce sens, March Lab, ils ont démarré avec des montres et avec un ADN stylistique qui était pas, ou peu en tout cas, raccrochable au passé. Et donc dans la musique, il y a des nouveautés, des trucs complètement nouveaux qui sortent. Et là, waouh, tu te dis, boum, tu vois, quand il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, les Strokes sont sortis, waouh, on se dit, putain, les mecs, ils arrivent à renouveler ce sort de rock rugueux garage américain. T'as toujours des rappels, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent la musique, là, je pense à un nouvel album de Fontaine D.C., qui est magnifique, mais c'est vrai que chaque titre, ça te fait penser, tiens, on est plus sur du Joy Division, tiens, on est plus sur du Cure. Mais d'accord, mais voilà, t'as ceux qui, donc on en revient au sujet de la conversation, avec cette March Lab et avec Saint-Honoré, c'est, comment valoriser le passé tout en étant créatif, sans sortir, vous le savez, ce que j'appelle des merdes, c'est-à-dire ces montres hommages où on vous fait croire que c'est pas une copie, mais ça en est une, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une autre montre, mais où le logo n'est pas le même. Et là, il y a zéro créativité. Et le parallèle avec la musique, il est vraiment intéressant parce que justement, reprendre un titre archi connu et ne changer qu'une seule note, point final, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Et c'est pas du tout ce que fait Saint-Honoré. Eux, ils viennent rajouter l'air du temps, le dance. Parfois, ils réenregistrent les voix avec Niagara, ou ils prennent les voix d'origine avec Edith Piaf. Moi, c'est pas ma cam, ce style de musique. Mais ça, on s'en fout. Le sujet, c'est qu'est-ce qui crée. Voilà. Tu vois, qu'est-ce qui crée dans ton job. Et puis après, on enchaîne sur la suivante. Dans ton job, est-ce qu'il faut être fan des artistes avec lesquels on bosse ou pas du tout? En tout cas, voilà, à titre personnel, moi, j'admire les gens avec qui je travaille au quotidien, tous ces artistes depuis des années, mais je suis pas un vrai fan. Je reconnais leur professionnalisme, mais c'est vrai que faire une photo avec un artiste, j'ai pas cette fan-attitude, quoi. Je respecte. Mais il y en a peut-être quelques-uns dans tes fans, avec qui tu bosses pas. Ou avec qui t'as été amené à bosser, oui, qui est devenu fan. Tu gardes toujours une distance. Oui, c'est-à-dire que je suis pas fan hystérique, je suis avec plaisir, mais j'ai toujours cette distance, effectivement. Enfin, je pense que ce qui fait aussi que je suis encore là aujourd'hui, c'est effectivement de pas rentrer dans cette spirale. Ça te permet et puis aussi d'avoir du recul, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même au quotidien plus de down que de up par rapport aux artistes, parce que c'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de monde, il y a 125 000 titres qui arrivent tous les jours sur les plateformes, donc combien tout seul 125 000 titres. Qui arrivent tous les jours sur les plateformes monde, hein, donc en France. Je suis sur Spotify, il me dit 50 millions de titres. Je me connecte demain, il y en a 50 millions et 125 000. Ouais. C'est chaud, ça. Donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, les artistes, c'est un vrai combat au quotidien. Les playlists en radio, c'est 40 places et pas 60. Donc les places sont chères. Donc c'est à nous. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui. D'être réaliste et d'être clair, pragmatique vis-à-vis des artistes avec qui on travaille ou des labels, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pas de se dire. Est-ce que ça, parce que quand on est fan, on dit ça va marcher. Oui. Non, mais t'as pas le recul, voilà. T'oses pas dire on fait fausse route, etc. Alors que là, effectivement, on dit désolé, telle radio n'aime pas. Ce serait bien, les amis, que dans le monde des montres, ce soit un peu plus comme ça. Et que parfois on puisse dire aux marques. Pourquoi il y a beaucoup de fourberie ? Non, c'est pas ça. C'est que moi je suis le porte-voix des clients. Toi, t'as des montres, tu les as achetées, c'est les tiennes. Là, on fait un crossover avec la musique, etc. Et puis à un moment ou un autre, la vérité du marché, la vérité du marché dans ton business à toi, c'est quoi ? C'est est-ce que ça passe en radio ou pas ? Et si ça passe en radio, c'est que c'est écouté. Et c'est quoi le nombre de vues ? C'est plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, vraiment les audiences sont segmentées. Il y a les tubes TikTok, il y a les tubes qui sont diffusés en radio. Ça. À notre époque, en 95, j'ai bossé un petit tube qui s'appelle la Macarena. Ouais. Voilà, je pense que tout le monde connaît la Macarena.
Mais voilà, le titre rentrait sur Énergie, tout le monde suivait et on savait que c'était le tube de l'été. Et tout le monde se souvient, et même d'ailleurs la nouvelle génération, quand ils ont 23, 25 ans, ils connaissent la Macarena. C'est pareil pour Scatman, je fais Scatman. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a les tubes, il y a tellement d'offres, tellement de tuyaux, on peut écouter de la musique, que au final, le tube, non, mais je pour toutes comprends. les catégories, toutes les audiences. J'étais un petit peu plus analytique dans mon approche. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas 36 juges de paix. C'est écouter, c'est pas écouter. Donc, c'est jouer en club ou c'est pas jouer en club. Il y a du monde à détourner ou il y a pas de monde à détourner. Le Final Cut, c'est le public. Voilà. Et le Final Cut, les amis dans les mondes, c'est le client. Ouais. C'est lui qui les achète. C'est nous, les clients, qui sortons des sous de notre poche, que ce soit 1000, 1500 balles pour acheter une Marchlab, ou on verra pour tes autres montres, quelles qu'elles soient, 500 000, 1 million, ça existe des montres à ce prix-là. Le juge de paix, c'est le client, et donc c'est sa parole qui est la plus importante, et donc forcément, ça permet d'avoir et d'amener sur le marché un autre discours que celui descendant. Et toi, tu es dans un milieu artistique, ce qui n'est pas le cas des montres. Il y a des artistes dans les montres, mais c'est avant tout un produit manufacturé. Et donc là, la capacité à pouvoir dire à quelqu'un on fait fausse route sur cette façon de faire parce que le marché est pas là. Toi, tout de suite, là où tu je pense que l'horlogerie se réveille aussi avec les collabs. Ouais. Dès lors, il y a une collab avec une marque iconique avec Swatch, où effectivement, tout d'un coup, on rend accessible. T'as caché une montre Swatch là-dedans? Non, mais j'aurais pu en amener parce que j'en ai une qui est mémorable. Alors, j'ai la première montre qui avait été faite en collab avec Jean-Michel Jarre. Alors, je sais plus la date exacte, mais je crois que c'est 91, 92. Ouais. Bon, elle est un peu fatiguée, il faudrait que je la fasse réparer. Où effectivement, tu appuyais sur le bouton de la Swatch et puis tu avais les aiguilles qui tournaient à l'envers et tu avais la musique de Equinox. Non, il avait fait une création spécifique spécifique de musique avec 3 notes de la Swatch Jean-Michel Jarre. C'est beau, c'est clair que je sais pas si c'est Swatch qui a imaginé toute cette logique de collaboration, etc. Puis après, évidemment, c'est revenu. On pourrait se poser la question, mais on enchaîne sur le deuxième modèle, on reviendra là-dessus, en fait, sur la pertinence d'une collab. Il y en a dans les vêtements, il y en a dans les pompes, il y en a dans les lunettes, il y en a un petit peu partout. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Les collabs, c'est quand même souvent, je trouve, le chemin facile pour essayer de buzzer avec des séries limitées, parce qu'on n'a pas plus d'idées que ça, quoi. Attention, avant que tu me répondes, tu me laisses piocher sur la deuxième. Alors, Saint-Honoré, Marchlab, on est d'accord. Hein. Perso, je préfère le Saint-Honoré, le dessert, mais bon, le gâteau. Moi, je suis Paris-Brest, hein, désolé. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, non mais en fait, t'aimes bien les dress watch un peu classiques, habillés, bon chic, bon genre, quasiment là. Attends, là, on a une Cartier Tank Solo, grand format. Automatique, bracelet cuir, boucle déployante. Voilà, je change le bracelet en fonction de ma tenue. De ta tenue. J'ai le bracelet noir, j'ai le bracelet bleu, c'est vrai. Noir, ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'ils sont faciles à enlever. C'est bon avec le petit truc. Alors tu l'as acheté quand celle-là? On me l'a offert. Ah. Voilà. Donc écoute, c'était pour mes 40 ans, donc il y a 12 ans. T'as que 52? Ah la vache, c'est un petit jeune. Ah, purée. D'accord. Et alors, c'était une surprise complète ou t'as orienté? Ouais, tu sais, quand tu passes de façon un peu lourde devant des boutiques et que tu restes focus sur certaines montres à un moment donné, les gens savent vers quelle direction et vers quel modèle. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, c'était pour moi, elle est magnifique celle-ci. Voilà. Alors, les fanatiques de la chaîne savent que les chiffres romains et moi, ce qui est ça fait 2. C'est que ça, on a le même poignet, donc tu peux me les piquer les 3 là. Parce que tu connais pas la 3e. Ouais, mais voilà. Honnêtement, là, attendez, honnêtement. T'en as une, toi? Non, justement, j'espère, j'arrive pas à lire les chiffres romains. Non, je déconne. J'espère un jour avoir une montre avec des chiffres romains. Mais vraiment. Mais. Ah, ça, faut passer le message, toi. Voilà, oui, je fais passer le message, les amis, ma femme, mes parents, mes frères. Un quoi? Crowdfunding. Je peux faire un crowdfunding où je vais vous mettre mon compte, Lydia, pour faire une levée de fonds. Oui, c'est bon. Ouais. Le Cocteau Conto. Ouais, le Cocteau Conto, c'est bien ça. C'est bon ça. D'ailleurs, ton nom de scène ou ton nom professionnel, c'est Cocteau? Oui, c'est un pseudo en fait, parce que dans les années 90 en radio, on avait tous des pseudos. Et c'est vrai qu'à l'époque, je bossais pour une radio qui s'appelait Maximum, qui était une radio de musique électro au début des années 90, qui appartenait à RTL. Et le directeur général de l'époque, qui s'appelait Eric Oville,
trouvé de loin que je ressemblais à Jean Cocteau. Mais ce qui est vrai, parce que j'avais pas de lunettes et j'avais les cheveux. J'avais les cheveux frisés et longs. Ouais. Et de loin, effectivement, potentiellement, je pouvais ressembler à Jean Cocteau. Et voilà. De loin, hein. À l'époque. De près. Tu peux regarder sur Google, Cocteau. Tu m'enverras une photo. T'as des photos qui apparaissent. Et voilà. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à l'antenne, c'est vrai que je me suis dit Hervé, c'est qui est mon prénom, c'est pas très radiophonique. Et donc je me suis dit je vais dire Cocteau. Et surtout je vais mettre un O. Même si Jean Cocteau est né à Maisons-Laffitte, ville que nous connaissons bien, j'avais pas la prétention de venir. Je vais pas mettre EAU parce que j'ai pas la prétention d'être Jean Cocteau ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit je vais mettre un O. Et c'est devenu Cocteau COCTO dans la radio. Ça m'a permis en plus d'avoir un claim, toi une phrase de positionnement. Cocteau COCTO dans la radio, parce qu'à l'époque les auditeurs t'envoyaient une carte postale, c'est-à-dire qu'ils te contactaient pas sur WhatsApp ou autre, hein, il n'y avait pas de Facebook, et donc je me suis dit 1 sur 2 va m'envoyer avec un O, donc on va éviter les fautes de l'orthographe tout de suite. À l'époque ils t'auraient envoyé avec EAU, et puis maintenant de moins en moins ça aurait été avec un O. Mais t'es visionnaire en fait. Même à l'époque je pense que le EAU, mon avis. Cocteau COCTO c'est comme Dalichou, c'est un DIALICIOUS, je peux le répéter 800 fois. J'ai choisi ce nom-là, les amis, je l'ai jamais dit, je crois, dans une vidéo. J'ai choisi ce nom-là parce que, vous le savez, Dalichou, certes, c'est une chaîne YouTube, mais c'est un projet de longue haleine, en fait, avec une plateforme d'avis client pour être le TripAdvisor des montres. Et donc, l'objectif, c'est d'aller à la conquête du monde. Et le monde, globalement, le monde potentiellement acheteur de montres, il est principalement dans des pays anglophones. Et quand je dis Dailyshoots à un francophone qui parle peu ou pas anglais, il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Si je parle à un américain ou un anglophone natif, fantastic brand. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a grand délicieux. Moi, je pensais que tu étais fan de Bonnet Daddy Cool. Mais là, je croyais que t'étais plus rock. Il est venu avec des Doc Martens, le mec. Je me suis dit, il est quand même assez rock. En fait, t'es plutôt électro, hip-hop, funk. En fait, mon gros souci, c'est que j'aime toutes les musiques. En fait, j'aime tout, c'est-à-dire que je peux aller. Comme les montres, t'aimes tous les styles, quoi. Ouais, je peux aller à la Philharmonie, aller voir Max Richter, néo-ambiante, la Philharmonie de Paris. Alors, qu'est-ce qui fait que t'es allé, qu'est-ce qui fait que tu as glissé subtilement? Le quartier, la tank. Ouais. Je pense que c'est intemporel, quoi. Déjà quartier, voilà. Enfin, en termes de marque, en termes d'objets, enfin, c'est. Il t'en fallait une. C'est classe, ouais, c'est-à-dire que je trouve que et l'avantage de la tank, c'est que tu peux aussi bien avoir le costard, Yves Saint Laurent, ou le sweat. Enfin, je trouve que c'est intemporel. T'es en costard parfois? Rarement. C'est un désavantage de travailler dans la musique, c'est que on travaille pas dans l'assurance, monsieur. On n'est pas obligé de mettre un costard tous les jours. Mais ça veut dire que t'es branché fringue aussi, t'es branché mode. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Voilà, pareil toi, je me suis racheté un Perfecto, voilà, c'est assez rigolo parce que je pense que c'est peut-être ma crise de quinca. Mais effectivement, je rachète des choses que je n'avais plus ou que j'avais quand j'avais 20 ans. Mais c'est vrai que le Perfecto, pareil, je vais acheter des combis. Moi, j'adore les combis entières, etc. Et c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, je commençais à acheter des combis. On me disait à la maison, oh là là. On est tombé sur un malade, les amis. Je vous l'ai pas dit, mais la combi, machin, etc. Et maintenant, c'est devenu branché. Donc, le Perfecto, pareil. Et le Perfecto, t'as acheté un Perfecto neuf ou t'achètes un vintage? J'ai cherché. Là, je voulais vraiment, je voulais un marron, etc. Et là, celui-là, j'ai pas trouvé en vintage, donc je l'ai acheté. Donc, acheter du vintage, ça me dérange pas, au contraire. Qu'est-ce que tu mets comme son sur une Cartier Tank? Parce que j'y réfléchis là, depuis que j'ai pioché là-dedans, je me suis dit. Moi, je verrais bien. C'est un de tes artistes. Un des artistes qu'on bosse. On a la chance de bosser depuis 2009. Un groupe écossais qui s'appelle Franz Ferdinand. Ah, là, ça me parle plus là. Voilà, toi, il y a un peu plus de guitare. Ouais, pas mal. Et je trouve qu'il y a ce côté effectivement classe et intemporel, ce qui est un peu le côté. Je trouve que Franz Ferdinand, je sais pas si tu l'as déjà vu en live, c'est-à-dire qu'il y a, il y a tous les éléments pour passer un bon moment et les mecs, ils sont classe, quoi. Ouais. Alors, Franz Ferdinand, j'en ai moi le souvenir de cette. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, une sorte de très rock au sens de la pop anglaise, mais avec des rythmes assez dansants. Je me trompe un peu dans leur positionnement, mais pour moi c'est un groupe du milieu des années 90, donc ça a 30 ans.
Oui, bah ils sont pas. C'est de cette époque-là les débuts. Take Me Out, c'est de cette époque-là. Take Me Out, c'est début 2000. Enfin, c'est 2001, 2002. Ok. Donc non, mais je trouve et là le nouvel album qui arrive, qui est magnifique, qui sort en janvier. Donc j'espère que tu diffuseras avant le mois de janvier. Et qui est vraiment très bien. J'ai pas ça parce que je fais la promo, mais ouais. Et c'est vrai que voilà, Frantz Ferdinand, on parlait tout à l'heure de fan attitude. Moi, je suis fan du groupe et j'ai la chance de travailler avec eux. Mais c'est pas pour ça que je vais faire un selfie avec eux, etc. Ouais, mais alors justement, c'est du respect, non, mais parce que musicalement, je trouve qu'effectivement, ils arrivent à traverser. C'est ça la difficulté pour les artistes, c'est d'avoir cette longévité et de continuer. Tu vois, Frantz Ferdinand, pour moi, ils sont arrivés sur le marché peu ou prou à la même époque que Muse, Coldplay, des choses comme ça. Et pour le coup, alors musicalement, c'est plus ma trajectoire personnelle, rock anglais, tu vois. Moi, je suis plus Muse que Frantz Ferdinand. Frantz Ferdinand, il y a une dimension plus à écouter tous les jours, avec des textes plutôt des bons sentiments, enfin, etc. Muse, c'est plus rock, c'est plus sombre. Et là, c'est plus mon style musical qui me parle. Donc, sur cette montre-là, si toi tu dis Frantz Ferdinand, moi je dirais plutôt Muse, mais c'est pas du tout comme ça que je vois une tank. Moi une tank, je la vois sur quelque chose de beaucoup plus classique où finalement les textes ont plus d'importance que le son. Et moi j'y mettrais Leonard Cohen par exemple. D'accord. Pour que ça fait une équivalence en France, Charles Aznavour. Alors non, parce que en fait Leonard Cohen, j'ai appris à aimer. Je suis sûr que tu étais un lecteur des Inrecuptibles. Alors Inrecuptibles, les amis, à l'époque où j'étais un magazine de musique, pas où c'est devenu un weekly qui parle de tout et de rien. Ils avaient sorti une compilation, I'm Your Fan, de reprises de l'environnement musical des Inrecuptibles de l'époque, des grands morceaux de Leonard Cohen, où dedans il y avait James, il y avait R.E.M., il y avait tout un tas de choses absolument fantastiques. Jean-Louis Murat, qui avait fait une reprise d'Avalanche. Tu la connais pas, cette compilation? Non. Bon, là. Est obligé de lui offrir le disque. Je sais pas si elle est sur Spotify. Absolument fantastique. Et j'ai découvert Léonard comme ça. Et en fait, pourquoi j'en parle là? Parce qu'en fait, voilà, si on écoute du Leonard Cohen, à ses tout débuts, quand c'est un chanteur engagé, quoi. C'est le John Baez masculin. Au niveau musical, il y a quand même pas grand-chose. Et puis en fait, j'ai appris à aimer avec la rythmique, mais en fait avec des reprises. Et le parallèle avec les montres, il est là. On revient en reprise. Voilà. Donc comment on arrive à aimer quelque chose où le produit brut, il nous parle pas tout de suite, mais on y arrive avec autre chose. Ce qui fait que si je m'écoute là, un jour je vais avoir une Cartier Tank. Tu vois? Il n'est pas trop tard. Bah oui, il n'est jamais trop tard. Mais bien sûr, c'est ça le sujet. Vous avez bien compris que avec Hervé, Cocteau, C-O-C-T-O, les amis. Le sujet, c'est ce qu'on aime et pas ce que l'on sait. Il y en a plein des Cartier Tank dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que tank asymétrique, tank diagonale. C'est pour ça que ça a été difficile pour moi. Enfin, non mais en fait, heureusement qu'on a choisi pour moi en fait. Tu vois, c'est vrai que il y a plusieurs modèles et c'est vrai que il y a eu un bon choix effectué par la personne qui est allée acheter le modèle, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, que sur différents modèles, tu te dis quand il y a trop de choix, c'est un peu plus compliqué à choisir, je trouve. Ouais, je suis d'accord. D'avoir le final cut, de se dire bon. Si on vient à Frantz Ferdinand, ils sortent un nouvel album en janvier 2025. 10 janvier, ouais. Voilà, donc ils vont putain, la date est déjà calée. Bah oui. Voilà, non mais toi, ça veut dire que là, toi, t'es attaché de presse de Frantz Ferdinand. Pour la France. Voilà. Donc ça veut dire que dès que t'as un objectif, c'est de faire passer leur son en radio, potentiellement en club. Radio. T'interviens s'ils viennent en France, potentiellement télé. Il y a la promo, Si c'est toi qui vas voir Nagui pour qu'il passe dans Taratata? Non, là, en fait, en fonction des projets, là, sur Frantz Ferdinand, on fait que la radio. Ouais. En fonction des projets, Mais s'il y a une tournée, c'est toi qui vas t'occuper s'il y a de la promo en local, effectivement, on les accompagne vraiment pour donner de la visibilité, quoi. Notre boulot, c'est vraiment de trouver les médias susceptibles de faire une caisse de résonance sur les projets. Donc là, quand Frantz Ferdinand va sortir, toi, tu vas aller voir les radios. Là, on a été voir les radios. Voir plus WFM que Skyrock.
Ah oui, bah oui, forcément, par format, bien sûr. Oui, oui. Alors qu'à notre époque, quand on était jeunes avec Hervé, Skyrock, c'était une radio rock, quoi. Merde, je comprends pas. Ah oui, ils ont pas mal changé. Après, une radio de 8, et puis après... ils ont pas mal changé. Non, ils ont pas mal changé, ils ont complètement changé. Après, il y a plus de rock sur Skyrock. Ah non, plus du tout. Oui, maintenant c'est que du rap. Mais c'est vrai que la radio, c'est une entreprise, hein. Ils sont là pour vendre de la pub et faire de l'audience. Donc à un moment donné... Et le rap rock? Run DMC, des crossovers de ce type-là, tu vois. Ça aussi, les crossovers dans la musique, Aerosmith allait crever. Enfin, était en mort cérébrale, hein, comme tous les groupes peroxydés, cheveux longs américains, et ils sont revenus avec un tube planétaire du sample en fait de Run DMC. Ça, c'est fort, ça aussi. Ah non, mais ça fait partie de... Tout le monde a écouté ça. Ça fait partie de la magie, de morceaux qui restent, mais qui sont faits avec des bouts d'anciens titres, quoi. C'est trouver le bon mélange, le bon cocktail. Donc c'est une affaire d'alchimie, c'est comme la bouffe, c'est comme tout ce qui touche au sens. Est-ce que ça veut dire que pour toi une montre, c'est pas simplement un produit, c'est une œuvre, c'est-à-dire il y a une sorte de message là derrière, ou pas du tout, tu vois ça comme un accessoire de mode? Non, pour moi, même une Apple Watch, pour moi, il est un accessoire de mode, quoi. Ouais. Et ouais. On a une Apple Watch? Non. Heureusement, parce que si tu l'avais mis là, tu sortais direct, hein. Pas d'Apple Watch, les amis. Non, mais pourquoi pas d'Apple Watch, entre guillemets? Parce que, contrairement à ce que tu dis, moi, je suis pas aligné là-dessus, c'est-à-dire, enfin, je suis pas aligné, je veux dire, la montre comme accessoire de mode, moi, je m'en fous complètement, comme la montre qui est un bijou pour homme. Je regarde pas le sujet comme ça. Je comprends que pour plein de gens, c'est le cas. Quand je donne juste mon avis là-dessus, tu vois, donc l'accessoire de mode. Et puis, c'est surtout aussi un objet d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ça marchera plus, et ça marchera plus parce que les technologies évoluent, elles évoluent aussi c'est clair. Pour se faire acheter le produit suivant. Si t'as pas l'update, effectivement, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que tu consommes, est-ce que ça va durer? On sait pas. Effectivement, une montre comme la Cartier, la Tank, c'est là depuis longtemps, ça restera... On continue sur cette logique un peu montre musique, néo-vintage, vintage, etc. Le marché du 33 tours. Ça revient fort, c'est un effet de mode, c'est un axe de communication, c'est quoi? Le vinyle a dépassé le volume de CD l'année dernière, donc effectivement... parce que le volume de CD est en train de crever. Oui. Après, comme le CD avait tué le vinyle. Oui, de toute façon, après c'est mécanique, mais c'est quand même significatif. C'est vrai que l'année dernière, je crois que le marché mondial de la musique, c'est 50% du marché 2002. Donc effectivement, en quelques années, ça s'est un peu cassé la gueule. Mais le fait que le vinyle, effectivement, passe au-dessus du CD, psychologiquement, ça veut dire que c'est un outil, enfin en tout cas un moyen et un support qui a touché une jeune génération aussi. Prochain Franz Ferdinand, il va sortir en tour ou pas? En vinyle, bien sûr, ouais. Ouais. Ah ouais. Mais ça sert à quoi? Moi, je suis fan. Typiquement, à titre personnel, en fait, il y a une plateforme de stream qui s'appelle Qobuz, qui est en 24 bits haute résolution. Ouais, ils ont une très bonne qualité. Et donc, c'est vrai que pour le côté week-end et perso, je consomme du Qobuz. Et à partir de là, dès lors où j'adore un album que je découvre et qu'il est disponible en vinyle, j'achète un vinyle. Donc, moi, je suis dans un process différent d'avant. Donc, typiquement, toi, l'album Franz Ferdinand, je vais pas forcément l'écouter en stream. Je l'écouterais effectivement plus facilement avec un album, quoi. Là, je te rejoins, mais tu as raison. Enfin, tu as raison. Je partage ce que tu dis, mais je voudrais avoir l'autre réponse côté business. C'est-à-dire, à quoi ça sert un vinyle aujourd'hui? Un vinyle, en fait, réellement, on se dit, tiens, on va s'écouter le dernier Franz Ferdinand et on va l'écouter. C'est-à-dire qu'on va consacrer 1 heure avec changement de face à un album. Tu te lèves, alors que le Deezer, le Spotify, machin, c'est pas du tout la même on est proche de la junk food, et en fait du thumbs up qui est en train de ravager le cerveau de nos mômes avec TikTok. Mais d'un point de vue business, ça sert à quoi? Et toi, comment tu l'utilises dans la valorisation de ton artiste? C'est un bel objet, et puis 2, même pour la maison de disques et pour l'artiste, c'est mieux que 0,001 centime en stream, quoi. Quand tu vends un vinyle 40 balles ou 50 balles, forcément il y a un potentiel business. Tu gagnes plus d'argent, bien sûr. Je comprends. Les amis, votre job à vous, en commentaire, je l'ai pas dit, c'est de nous dire pour chacune de ces montres quel morceau vous mettriez. On a démarré avec la March Lab AM1, et là, Cocteau, CTO comme le Port Salut, nous a dit Saint-Honoré, des DJ devenus producteurs
de musique des grands classiques français revisités version dance. Tout à fait. Bravo. C'est ça. Moi, j'y ai mis quoi sur la... les Beach Boys. J'ai mis les Beach Boys, California Dreaming, si vous voulez, ce que vous voulez. Sur la Cartier Tank, toi, tu as mis Franz Ferdinand, on va dire Take Me Out, leur titre phare. Ouais, ou le historique. dernier. Ou le dernier. Audacious, qui est très bien. Ouais. Audacious. Ouais. C'est comme Delicious, mais c'est audacieux. Voilà. Tout à fait, c'est audacieux. Ouais. Voilà. Moi, j'ai mis plutôt Leonard Cohen au travers de la compilation I'm Your Fan, qui est, j'espère, disponible sur Spotify. C'est une tuerie. Franchement, c'est absolument fantastique. Il faut qu'on enchaîne sur la dernière. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a, la dernière? Je sais pas si ça va te plaire. Hein. Ah, là, on est plus mainstream et complètement différente des deux autres. Là, on a une Tudor Black Bay 41 mm, cadran noir, lunettes bleues, que je vais essayer. Comme j'ai l'impression que t'as le même poignet que moi, je me demande si t'es pas à risque sur le bazar, quoi. Alors, tu l'as depuis quand, celle-là? Celle-ci, je l'ai depuis 2 ans. Ah, c'est un peu grand. 2 ans. Ok. Donc, 2 ans, t'avais 50 piges. C'est ça, c'est mon cadeau. Ah! C'est ton cadeau de toi? Non! Ouais. Ah, elle t'aime, ta femme, hein? Ouais. Oh la vache! Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu, moi, pour mes 50 ans? Je sais pas, qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu une Omega Speedmaster de mon année de naissance. Magnifique, bah c'est beau. Ouais. Eh oui, je suis plus vintage. Toi, t'es pas vintage, en fait. Dans les montres, en tout cas. En fait, je me pose pas la question, c'est vraiment au coup de cœur. Ouais, c'est vraiment au coup de cœur, et c'est vrai que celle-ci... Comment tu l'as amené, ta femme, à choisir? Comment elle s'appelle? Sandrine. Ouais. Sandrine. Qu'est-ce qui fait que Sandrine, elle a compris qu'il fallait aller là-dessus? Quand je suis insistant une fois de plus, sur quand tu fais des boutiques et que tu restes un peu focus, où tu dis, tiens, je vais traverser, il y a une boutique... Mais non, mais insistante. Elle est pas mal, la Tudor Black Bay, hein. Je veux dire, en 41 et lunettes bleues, hein. Voilà, et voilà, et donc c'est vrai que voilà, c'est un bel objet, voilà, et pour moi c'est important, voilà, il y a effectivement le côté esthétique, le côté fashion, mode, t'en parlais, mais je pense que pour moi c'est aussi des repères de temps de la vie. Voilà, tu parlais de Franz Ferdinand, Take Me Out, 2002, en 2002 t'écoutais ça, et puis tu réécoutes 20 ans plus tard, tu dis putain, c'était en 2002. Là c'est pareil, je sais que c'est ma montre de mes 50 ans. Je trouve que voilà, pour moi c'est important d'avoir aussi un repère. Ouais, mais ce que tu nous dis là, t'aurais pu le dire avec la marche lave. Ouais. Non, avec la Tank, pardon. Oui, la Tank. Mais tu l'as pas dit. Oui, mais j'aurais pu le dire aussi. Ah, t'aurais pu, mais tu l'as pas dit. Oui, je l'ai pas dit parce que voilà. Mais peut-être parce que est-ce que t'as une plus grande proximité émotionnelle avec la Tudor qu'avec la Cartier? Non, pour moi, on est à 50-50. J'ai aucune, en tout cas sur les deux modèles, pour moi les deux ont le même affect pour moi. Là, ça rejoint un peu le rapport que tu as avec la musique, c'est-à-dire que tu aimes sans être fan. C'est-à-dire sans la déraison et la folie maladive, potentiellement, du fan. Oui, complètement. Et c'est vrai que je trouve elle est sympa celle-là. Alors là, certains qui voudraient une Rolex pour leurs 50 ans, c'est le fameux... Ah oui, non, la fameuse phrase en disant si t'as pas... Mais en fait, non, Rolex, non. Je trouve que celle-ci, elle est beaucoup plus sportive, c'est classe et sportif. Ça fait un peu James Bond, quoi. Surtout quand tu mets ta lumière bleue. Tu vas voir, là tu vas te régaler. Je t'ai mis la version, ultraviolet. Je pense que tu l'as jamais vu, comme ça. Qu'est-ce que tu mets comme musique là-dessus? Écoute, un truc un peu plus rock'n'roll, là, non? Pareil, si on choisit un artiste avec qui on travaille en ce moment. Ouais. Je pense à Fatboy Slim. Qui était le bassiste de House Martins quand t'étais jeune. Putain. Et qui effectivement, en croisant les Chemical Brothers, s'est dit, je vais peut-être pouvoir devenir producteur de musique et DJ. Et Attends. Fatboy Slim. Ouais. Avec ses tubes, mais attends, mais il a fait combien, des centaines de millions de diffusions là? Oui, et puis surtout c'est quoi ces deux trucs? C'est il y a eu le Rock Right Here Right Now. Voilà, et le Rock Dayfeller, qui s'est retrouvé aussi sur des synchros, quoi. Ce gars-là qui a fait du sample ultra dansant pour les soirées, c'est le bassiste des House Martins. Ouais. Alors là, de son vrai nom, Norman Cook. Ouais. Non, parce que les amis, vous le savez peut-être ou pas, mais j'étais je me suis essayé à la photographie, on va dire professionnelle de concert. J'en ai fait des centaines comme ça. Et les House Martins, je les ai vus.
Chaos Martin, c'est un groupe de pop anglaise post-Smith, guitare sèche un peu amplifiée ou guitare électrique très peu amplifiée, avec des Arlington et des Doc Martens. Et ce mec-là, il a fait il était bassiste, avec beaucoup de mélodies et tout ça. C'est fantastique. Et il est passé par les Chemical Brothers entre-temps? Non, en fait, c'est en rencontrant les Chemical Brothers, c'est effectivement toute cette vague-là de samples, de bidouilles, etc. Ça lui a donné envie effectivement de basculer et de produire ses propres titres. Et c'est devenu effectivement. Et puis c'est vrai que ce qui est génial avec des titres comme ça, c'est que même la nouvelle génération, grâce aussi à tout ce qui est synchro, pub et autres, le titre il est ou des synchros de films. C'est vrai que le titre est toujours d'actualité, quoi. C'est un gros marché, ça, justement, pour des morceaux comme ça, là. L'exploitation par des marques dans les pubs. Oui, bah ça fait partie. C'est un truc dont tu t'occupes? Pas du tout. Non, ça c'est une partie qu'on s'occupe pas du tout, mais ça fait partie effectivement du business model de la musique. Il y a des artistes où on se dit mais vrai que voilà, avant que je rentre dans ce métier, il y a plein d'artistes, je me disais mais ils ont pas de tube, comment ils font pour vivre? Puis en fait, tu t'aperçois qu'ils font beaucoup de musique à l'image, pour le cinéma. Enfin, c'est là où effectivement le métier de la musique est quand même assez technique. Et que on peut en vivre en fonction effectivement de... Mais la musique digitale, elle a pas aussi amené une sorte de changement de paradigme où le poids des tournées et on gagne plus de sourds dans les tournées. Ouais, mais parce que les prix c'est devenu stratosphérique, les prix pour... Ouais, c'est vrai qu'en France, c'est très cher. En France, on a encore de la chance. On a de la chance que ça soit effectivement cher, mais pas aussi cher qu'ailleurs. C'est vrai que il y a beaucoup d'étrangers, notamment aux États-Unis. J'ai un camarade qui est allé voir U2 au Dôme à Las Vegas. Je crois que le ticket était à $1,500 ou qu'à un moment donné, tu vas à 3 ou 4 en famille. Tu t'essayais sur un mois, quoi. U2 à part tourner, ils sortent encore des nouveautés ou pas? Écoute, j'ai pas un update sur U2. J'ai peur de leur voir un avenir. J'ai peur de leur voir un avenir à la Santana, quoi. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup de nouveautés. Ouais, enfin, ils font partie des grands groupes encore qui arrivent toujours à embarquer une nouvelle génération et... Toujours? Ouais. Alors c'est marrant, tu dis Fatboy Slim, et là je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en face avec Fatboy Slim, etc. Bah, moi je vois Fatboy et Slim, hein, c'est-à-dire deux antonymes. Dans les montres Fatboy, moi j'aurais envie de te dire Corum Bubble. Ça pourrait te plaire. Grosse montre avec un énorme verre comme ça, qui a été décliné dans tous les sens, complètement délirante, parfois ultra pop, acidulée, parfois avec des têtes de mort. Je vois que t'as une bague avec un clou là, bien connu, dont c'est Cartier la marque. C'est Cartier aussi. Non, mais c'est toi qui le dis, moi je ne le dis pas. Voilà. Donc Corum Bubble. Et puis Slim, Slim, il y a des marques spécialisées dans le Slim, Piaget, Bulgari. Et là, t'as des tatouages un peu ou pas, toi? Non. Il y a une superbe Cartier, Bulgari Octo Finissimo, qui a été, je crois que c'est une série limitée avec Chronopassion, avec Mo Copoletta, un designer italien, avec des tatouages tribal sur l'intégralité de la montre, pas mal du tout, en or jaune, ça doit coûter une... Donc là, je couperai le son parce qu'on n'a pas le droit de le dire à l'antenne, hein. Ouais. Je vais le couper une deuxième fois, alors... c'est ça un petit peu, mais pour le coup, avec tout ce qu'on s'est dit, moi je mettrais Franz Ferdinand là-dessus. D'accord. Ouais, c'est vrai que je t'avoue que j'ai un peu hésité, hein, quand on s'est dit musique, montre. Non mais tu vas voir, pour enchaîner la conversation et conclure, après tu nous diras ce que t'as dans le tuyau comme une prochaine montre. Pourquoi? Parce que en fait, pour moi, Franz Ferdinand, si on aime un petit peu le rock et même si on n'aime pas, comme il y a un côté dansant, en fait c'est moi je trouve ça sympa à écouter. Mais je suis pas plus fan que ça parce que ça manque de grippe et pour moi c'est le truc qui passe sur RFM, quoi. C'est justement c'est pas sur RFM, mais j'aimerais bien. Voilà. Non mais pour moi c'est le positionnement des RFM, c'est-à-dire que si t'as pas de préférence et que t'écoutes du tout venant mais t'as envie que ce soit bien, Franz Ferdinand ça rentre dedans et pour moi c'est le brief de la Tudor Black Bay. D'accord. C'est-à-dire que t'as 4000, 5000 à mettre dans une tocante, tu veux un truc un peu sportif, un peu plongé, etc. Irréprochable. Voilà. Tout est bien. Une Tudor Black Bay. Mais est-ce qu'il y a un petit grain de folie, un petit truc en plus, un délire, etc. De mon point de vue, non. C'est en ce sens, c'est comme ça que je vois Franz Ferdinand. C'est super bien, mais ça manque de
du petit truc complètement fou, barré, décalé, qui fait qu'à un moment ou un autre, ça fait la différence. Et en ce sens, pour moi, je trouve que ça va bien. C'est raccord. C'est raccord. Est-ce que tu changes d'avis? Tu mets la Franz Ferdinand là-dessus? Oh non, Fatboy Slim, non. Est-ce qu'elle est slim, celle-là? C'est sûr. Mais non, je trouve qu'elle est au niveau du tempo. Non, je pense que on va rester là-dessus. Donc, celle-là, tu l'as eu pour tes 50 ans. Ouais. Celle-là, tu l'as eu pour tes 40 ans. Ok. Et donc là, t'en as bientôt 55, t'en as bientôt 53. Enfin bref, est-ce qu'il y en a une prochaine? Parce que ça, c'est 3 de tes montres, puis tu en as tout un tas d'autres de toute ta jeunesse, on va dire. Ouais, j'ai des collecteurs. Voilà. Il y a à boire et à manger. Voilà, c'est ça, ce que tu me disais, quand on s'est contacté. Est-ce que t'en as une, là, sur le marché, que t'as vu dernièrement, où tu t'es dit, bing, un peu comme quand t'as croisé le regard de la marche là, de Lafayette. Est-ce qu'il y a un truc qui te branche là? Une que j'ai en focus, même avant celle-ci, même avant celle-là, qui est la Monaco. Ouais. Voilà. D'accord. Donc ça Pourquoi? sera. J'aime bien. Je trouve la trouve jolie, le côté carré. Voilà. Je ressemble à Steve McQueen, donc je me dis que. je me dis qu'elle est pour moi, quoi. Je te souhaite de vivre plus longtemps que lui, quand même. Oui, c'est sûr, ouais, mais voilà. Donc, c'est mon côté biker et Steve McQueen qui fait la Monaco. Non, je trouve que celle-ci, elle est, celle avec le bon côté, tu sais. Ouais. La vraie, quoi. Ouais, donc, couronne à 9 heures. Voilà. Le modèle d'origine. Mais là, est-ce que tu serais pas prêt à aller sur le vintage avant? Je pense que, ouais. En tout cas, d'occasion. Ouais. Parce que tout ça, c'est neuf. Ouais. Et des bons prix en occasion. Hein. Ouais. Donc je passerai le mot. Tu passeras le mot? Et le jour où tu l'achètes, ou en tout cas tu te la fais offrir, là tu te dis non mais, oui, je la veux bien celle-là, mais il faut un morceau de musique parce que Xavier va m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'il y a avec. C'est vrai que faut que j'y pense déjà. Qu'est-ce que tu mettrais? Un son un peu carré? Il y a un truc qui me vient à l'idée, mais c'est complètement ridicule. Vas-y, on est là pour ça. Hein. Oui, non, mais en fait, quand tu parles de Monaco et la ville, et dans les années 80, il y a eu le titre est super cheap. Je sais pas si tu te rappelles de J.F. Morris. Non. Voilà. Ça s'appelait Monaco 28 degrés à l'ombre. Mais c'est un truc très cheapos, très. Ça va faire plaisir à ta gueule, ça. On va faire une coche. Non, mais je pense à ça parce que voilà, le titre s'appelle Monaco 28 degrés à l'ombre. Donc l'artiste s'appelle J.F. Morris, donc c'est vraiment un type qui avait, à mon avis c'est 83, 84, qui avait cartonné dans les années 80, donc c'est à l'époque où le texte, la rime riche était pas forcément au niveau, mais c'est surtout en fait j'ai proposé à Saint-Honoré de faire ce rework hier de ce titre-là en disant qu'est-ce que vous en pensez, ça serait drôle de le refaire. Et ils m'ont dit banco, on va le faire. Donc voilà, c'est pour ça que tout d'un coup, tu vois, on rejoint musique, Monaco, marque. C'est bon. Donc peut-être qu'ils réussiront à faire un truc de ce titre-là, de ce rework. Tu m'as fait flipper parce que quand t'as dit années 80, je me suis dit il va venir sur Comme un ouragan. Et là, on va prendre cher. Monsieur Marat. Non, là c'est vraiment le J.F. Morris, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le truc. Mais bon, quand j'étais à l'époque, voilà, j'étais en radio locale, à Radio Maison Lafitte, j'étais aussi DJ, donc c'est vrai que c'est un titre quoi. C'était un slow, donc c'était un des slows qui avait cartonné à l'époque. Eh ben, on va essayer de terminer avec ce sample à la fin de Petite montre entre amis. Hervé, merci beaucoup. L'idée, c'était de vous séduire et d'essayer de comprendre par quel chemin on passe dans la tête. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une montre? Qu'est-ce qui fait qu'on aime un titre? Hervé, merci beaucoup. Les amis, pour participer, www.dailyshoes.fr, vous avez un formulaire pour remplir quel montre vous avez, de quoi vous avez envie de parler. Vous êtes les bienvenus dans le canapé. Vous le savez, Daily Shoes, c'est propulsé par une plateforme d'avis clients, le Triple Advisor combiné avec Tinder. Qu'est-ce qui fait que des avis clients peuvent aider le futur acheteur à faire le bon choix? Si vous avez envie de contribuer à la plateforme, www.dailyshoes.com. Salut les amis, ciao ciao. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.